Bientôt, s'il est 6 heures. La musique vous réveille bien comme il faut avec Cayenne, Tour de Lille. La semaine n'est pas 5 fil pour Paris. Le jour n'est pas encore levé, Cécile Botta rejoint son lieu de travail. Ouais, je suis contente de me lever, de faire ce trajet et de me dire vraiment chouette, je vais au boulot. Et là, je me dis, j'ai de la chance parce qu'on est combien à pouvoir dire chouette, on va au boulot le matin. En pensant qu'en plus, c'est même pas un boulot, c'est trouver une activité qui te remplit de bonheur. Cette Provençale a quitté son uniforme de capitaine dans l'armée de l'air par amour pour cette île qu'elle a découverte au début des années 2000. Il y a plein de choses qui me conviennent, le climat, le soleil, les gens, la façon de vivre, ce qu'on mange, ce qu'on découvre. Voilà, c'est quelque chose qui me va très très bien. Je pense que je suis vraiment sous l'emprise de cette île, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi il se passe quelque chose, quoi. Chaque jour, c'est de l'héliport de l'Éperon, sur la côte ouest, qu'elle décolle. Voilà, le rotor tourne, c'est bon signe. Parmi ses missions, la pilote fait découvrir à des visiteurs les paysages de la Réunion vus du ciel. Alors je vais faire un petit test, ça fait beaucoup de bruit, mais rassurez-vous, c'est normal. C'est bon? On y va? Allez, c'est parti. Salut Mango, décollage de l'éperon, montée de Saint-Paul, bonjour à tous. Et le décollage. Le voyage, qui va durer 1 heure, commence au-dessus du cap Laousset. Cette étendue de savane surplombe le littoral ouest. On l'appelle la côte sous le vent. Et regardez, on est au milieu de l'océan Indien et la mer est d'un calme absolu, c'est très très souvent comme ça. Et à vivre au quotidien, c'est extrêmement apaisant. Il y a 350 ans, les premiers colons français débarquent sur ce territoire inhabité par ses plages, abritées par un récif corallien. Ce matin, les conditions météorologiques sont excellentes. En s'éloignant de la mer, Cécile remonte les premiers reliefs entaillés par l'érosion de dizaines de rivières. Ici, ça reste extrêmement intéressant parce que on évolue entre le niveau de la mer et quand même plus de 3000 mètres. Les météos qui sont tangentes assez rapidement. On a un mélange de météo marine, de météo de montagne. C'est vraiment un lieu exceptionnel pour voler. Après 7 minutes de vol, la pilote atteint les frontières du cœur montagneux de l'île. En arrière-plan, c'est notre fameux piton des neiges que l'on distingue. Alors c'est ce volcan qui n'est pas mort, hein, il est juste très gravement endormi. Le vent est faible et Cécile peut s'approcher des crêtes dentelées du piton des neiges. Avec ses 3071 mètres d'altitude, cette montagne est la vigie de l'océan Indien. Un immense massif de 50 km de diamètre se déploie tout autour du volcan. Surgie de l'océan il y a 3 millions d'années, cette forteresse de basalte a façonné les 2/3 de la Réunion à la seule force de ses éruptions, avant de s'assoupir progressivement. Peu
à peu au cours des siècles, sous l'effet de l'érosion, des glissements de terrain, des effondrements rocheux qui restent encore un risque majeur pour l'île, mais il s'est apaisé sur lui-même, laissant ainsi apparaître les 3 cirques que nous connaissons aujourd'hui. Puis Cécile survole Sillaos, Salazie et Mafate. 3 cirques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui forment une mosaïque de décors unique au monde. Au XVIIIe siècle, ce sont les Noirs marrons, des esclaves fuyant les conditions de vie terribles dans les plantations, qui les premiers viennent s'installer dans ces enclaves inaccessibles. Au milieu, on a 3 petites dents qui dépassent, ce sont nos 3 salages. Et ces 3 salages, qui restent un emblème fort aussi pour l'île, racontent que ce seraient 3 Noirs marrons qui, en s'enfuyant et en franchissant le col, se seraient fait pétrifier sur place, devenant ainsi les gardiens des cirques. En arrivant dans le nord, Regardez comme c'est magnifique. la pilote aborde l'étape la plus délicate du vol, près du canyon Bras de Caverne. Alors il pleut beaucoup aussi dans ce canyon. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que les parois n'y sont plus très étanches, ça dégouline un petit peu partout. Il y a des fuites, des arcs-en-ciel au moindre rayon de soleil. Ça va? Niché au fond de cette étroite gorge se dévoile le trou de fer. Toute cette roche a été sculptée depuis des siècles par tant d'eau. Cette vasque naturelle creuse les forêts primaires de l'île sur 300 mètres d'une verticalité absolue. Ces profondeurs n'ont pu être explorées par l'homme qu'à la fin du XXe siècle. Les innombrables rivières dévalant ses flancs forment la plus haute chute d'eau de France. Cécile quitte maintenant le massif du Piton des Neiges et se dirige cap au sud vers le plus impressionnant trésor naturel de l'île. Le Piton de la Fournaise, le volcan dont les éruptions rythment encore, aujourd'hui, la vie de tous les Réunionnais. Au cœur d'immenses remparts, ce cône volcanique édifie depuis plus de 500 000 ans un paysage presque lunaire. Comme le petit cratère effondré de la Soufrière, ou à 2632 mètres d'altitude, le sommet plat du Bory, le point culminant du volcan. Un peu plus bas s'étire sur 1 kilomètre de longueur le cratère du Dolomieu, apparu à la fin du XVIIIe siècle. Avec en moyenne une éruption par an, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs de la planète. À chacun de ces réveils, les coulées de magma en fusion remodèlent le paysage. Lorsque le basalte refroidit, des nouvelles galeries se créent à flanc de montagne. Ce sont les tunnels de lave dont certains segments sont encore inexplorés. On ne va pas pouvoir se mettre à 5 ici. Juanito Boyer est guide de montagne. Un peu plus bas. Voilà. Par contre, là, il ne faut pas chercher à aller vite. Il faut prendre son temps pour ne pas se blesser. Il a découvert récemment une partie de ce souterrain témoin de la grande éruption de 1800. Belle couleur argentée là. Juanito et ses amis
passe sous une véritable forêt. Les racines des filao, de grands arbres tropicaux, sont capables de traverser la roche sur plusieurs mètres pour aller chercher l'eau en profondeur. C'est un dédale de racines, c'est magnifique. Puis on peut voir des racines vivantes dans un tunnel et on peut même deviner à quelle variété d'arbres elles appartiennent. C'est ça qui est formidable. Là, on peut voir une racine de ce qu'on appelle du bois maigre à La Réunion. « 200 ans après l'éruption, la nature a repris possession du terrain. 80 tunnels sont aujourd'hui répertoriés officiellement sur l'île. Moi j'aime bien m'évader, partir, m'oublier, s'oublier, serrer. En créole on dit ça, vavanguer. On va vavanguer, on va vavanguer. Il y en a qui vavanguent vers l'océan, qui vont à la pêche, qui s'oublient. Nous on vavangue vers le volcan, vers la forêt, vers des zones qui sont préservées et qui vivent, qui se palpitent. Là on est dans les boyaux, dans les veines du volcan quand même. Hein. On n'est pas... C'est quelque chose de vivant, on est dans un organisme vivant et hop, il nous permet de rentrer en toute intimité dans ces boyaux. Hein. Et ça, c'est magique. Le 2 avril 2007 commence la dernière grande éruption du piton de la Fournaise. À 10 h du matin, la lave commence à s'échapper sur le flanc est, loin du sommet, à 500 mètres d'altitude. Pendant une dizaine de jours, une faille laisse s'échapper un flux continu de magma. De gigantesques fontaines de feu dépassent les 200 mètres de hauteur. Elle dévale les pentes avant de se précipiter dans la mer, créant un impressionnant nuage de vapeur. La Réunion s'agrandit au rythme des éruptions. En moins d'un mois, la coulée historique de 2007 a édifié 45 hectares de terre nouvelle. Le site, extrêmement dangereux, est totalement interdit au public. Ce matin, une expédition exceptionnelle avec des volcanologues et des ingénieurs se rend vers le cratère apparu en 2007. Triés sur le volet, ces scientifiques sont guidés par Alain Bertil, un professeur de français, expert du volcan. Là, il faut faire attention aux effondrements de surface, parce qu'on a une croûte comme sur une crème brûlée, et donc qui est fragile et qui peut s'effondrer. Ils veulent étudier les phénomènes liés au refroidissement progressif de la coulée. L'équipe doit grimper pendant 1 heure au milieu des blocs de lave instables pour rejoindre l'entrée du tunnel. Ils atteignent enfin un vaste effondrement de terrain, la plus grande ouverture pour accéder à l'intérieur du volcan. Alain connaît les dangers du piton de la Fournaise depuis l'enfance. Mon grand-père habitait là, juste au-dessus. Et puis, à l'âge de 4 ans, il y a eu une éruption. Quand la coulée était assez proche de la route, il m'a pris dans ses bras. Et c'est pour ça que le volcan, pour moi, ce n'est pas seulement un spectacle, c'est un lien familial très fort, ce qui me fait vibrer à chaque fois qu'il y a une éruption. Il faut que j'y aille, parce que c'est un appel, en quelque sorte. C'est vrai qu'on ne se casse pas trop la tête à donner des noms, mais moi, bon, je pourrais l'appeler ma fiancée, peut-être, ce volcan, la Fournaise, quoi. Pendant que le groupe se prépare pour la descente, le chef d'équipe scrute le haut de la falaise qui les surplombe. Mais j'écoute. Comme ça, on verrait la cascade surgir de la paroi. Avec la pluie intense, il espère un phénomène exceptionnel qui survient 15 minutes plus tard.
l'apparition d'une cascade éphémère. On en a rêvé pendant longtemps, quoi. De ce moment-là, on en a rêvé, hein, parce qu'Alain l'avait déjà vu. Et à chaque fois qu'on passait par là, quand est-ce qu'on va la voir? Et là, aujourd'hui, c'est vraiment... ouais, c'est débile, quoi. D'un coup, C'est quand même exceptionnel de voir l'eau arriver tout d'un coup comme ça. Et ça nous met dans des états d'excitation, vraiment. La pluie a cessé et au cœur de la coulée, les scientifiques peuvent débuter leur prélèvement. Ils leur permettront d'établir la composition des éléments chimiques liés à l'éruption. Combien? C'est pas encore stable. Puis Alain les guide vers la plus belle salle de la cavité. Ici, les plafonds sont recouverts de stalactites. En fait, c'est de la lave figée, quoi. Et donc la lave, elle a coulé du plafond, lentement. Elle a fait dessiner ces pointes là qu'on voit partout là. En s'infiltrant, les gouttes de pluie créent des concrétions à base de soufre, de sodium, de potassium et de gypse. Tout ce qu'on voit en blanc, en jaune, en bleu au niveau de cette galerie, ce sont des cristallisations éphémères, donc qui vont apparaître et qui vont disparaître avec la circulation de l'eau. Sous 60 mètres de lave solidifiée, les voûtes se parent de formes étranges aux couleurs magnifiques. C'est, on va dire, surréaliste ce que je dis, mais il y a quand même une sorte de force tellurique qui nous donne une énergie là, que l'on ressent. Quand je rentre chez moi, mes proches me disent toujours « je ne suis pas tout à fait le même quand je rentre ». Les entrailles du python de la Fournaise n'ont pas encore livré tout leur mystère. Ah oui, ça bouge, regarde. Non. Nous quittons le sud inhabité de l'île pour partir à la découverte d'un autre patrimoine de la Réunion, 60 km plus à l'ouest. Bernard Leveneur est historien et spécialiste de l'architecture créole. Et la maison, l'ancienne maison, la maison Sabot, tu la connais? Non. Il faut faire un truc pour ça, quoi. Aujourd'hui, cet enfant du pays emmène Raphaël Gastebois, le nouvel architecte des bâtiments de France, sur les traces des bâtisseurs de la Réunion. Le voyage commence dans les hauts de l'île, peuplée à partir du 19e siècle par de modestes colons en quête de nouvelles terres à cultiver. Comme le village de l'Entre-deux, le berceau familial de Bernard l'historien. À 400 mètres d'altitude, ce bourg est un livre ouvert sur 2 siècles d'architecture créole. Non, je te suis. Hein, bah oui, non mais là... Non, mais là, il y a... Ici sont préservées des dizaines de cases, le nom que l'on donne aux maisons sur l'île. Elles sont toutes érigées sur le même modèle, autour d'une ossature en bois, héritée des charpentiers de marine. Chaque façade reflète le statut social de son propriétaire avec ses ornements. Du lambrequin, la frise de dentelle protégeant les murs des pluies, à la varangue, cette terrasse couverte qui servait de pièce d'apparat dans les habitats les plus aisés. Raphaël et Bernard se dirigent vers la plus grande demeure du village, la case au haro.
Bâtie dans les années 1870 et entièrement restaurée il y a 2 ans, elle est la préférée de l'historien. Alors aujourd'hui, toutes ces maisons-là, elles sont restaurées, rénovées. Alors du coup, bien sûr, on les passe aux couleurs les plus improbables les unes que les autres. Mais en fait, il n'y a jamais eu de couleur sur les maisons créoles. Elles étaient en bardeaux, les bardeaux n'étaient jamais peints. Ils grisent de manière ils grisent naturelle. naturellement, donc ils prenaient ces très belles nuances de gris. Là, il y en a une autre ici. Un peu plus loin apparaît un autre symbole plus récent de la prospérité de l'entre-deux. C'est la maison du planteur qui avait fait fortune dans les années 50, qui voulait montrer sa fortune et qui se fait construire une maison créole en dur avec des volets en fer, avec des bassins, etc. Et aujourd'hui, la question c'est est-ce que ces maisons-là n'ont pas valeur de symbole au même titre que les maisons créoles qu'on vient de voir. En fait, tout ça, ça fait partie du patrimoine. Les 2 hommes quittent maintenant les hauts de l'île en direction de Saint-Denis, la plus grande ville de la Réunion. C'est au XVIIIe siècle que débutent les travaux pour bâtir cette cité où s'établissent les riches négociants de la colonie. Un géomètre envoyé par le roi de France aménage le cœur de Saint-Denis selon un plan en damier, sur le modèle des cités coloniales des Indes et des Amériques. C'est marrant, on sent vraiment une barrière entre la... Là, tu rentres avec le centre-ville. Ouais, voilà. C'est la rue Montreuil qui... Ouais, et puis c'est la rue Saint-Jacques. Bernard emmène Raphaël découvrir l'une des plus belles demeures du centre-ville, une case du début du XIXe siècle. Donc voilà. Son propriétaire est un amoureux du patrimoine insulaire. Il restaure cette maison pièce par pièce depuis bientôt 3 ans. Elle était en très mauvais état lorsqu'il l'a achetée pour y vivre en famille. On avait déposé les décors qui sont en haut. On les a remis, on en a refait d'autres à l'identique puisque certains étaient abîmés. Et les portes, en revanche, tout ce qu'on a pu conserver, on l'a conservé. Les portes, les poignées, là, on est encore en restauration, donc il faut qu'on mette un verre à l'identique là-dessus. Là, petit à petit, on y parviendra. Cette case est typique de ces habitations créoles, édifiées sans aucun plan et qui évoluaient de manière empirique au fil des décennies. La maison initiale, c'était une pièce, une petite pièce, une salle à manger, 2 chambres, une varangue derrière. Et au fur et à mesure de l'agrandissement de la famille, des changements de propriétaires, la maison s'est agrandie. On a fait un grand pavillon ici, un petit pavillon là, on a fait une cuisine derrière. Et on a rajouté en fait des pièces. Là, on sent ce que c'est qu'une maison créole. Véritable pièce centrale du foyer, la petite varangue à l'arrière de la maison raconte la vie bourgeoise de Saint-Denis il y a 200 ans. En fait, il y a une grande règle dans les maisons créoles, c'est qu'on ne vous invite pas à rentrer dans la maison ou dans la cour ou dans le jardin, c'est pas bon signe. On vous reçoit sous la varangue, c'est déjà bon signe, vous êtes en négociation pour épouser soit le fils de famille, soit la fille de famille. On vous autorise à rentrer dans le salon, c'est bon, vous êtes en pleine période de fiançailles ou de mariage, et vous venez là, sous cet espace-là, dans cette partie très intime où il faut imaginer toute une armée de domestiques circulant, etc. Là, c'est bon, vous faites partie de la famille. Avant de rejoindre l'est de la Réunion, Bernard monte vers les hauteurs de la ville. À partir du XIXe siècle, les plus aisés des Dionysiens s'y font édifier des résidences secondaires pour échapper aux chaleurs de l'été austral. Les gens d'ici disent « monter en changement d'air ». Quand on montait en changement d'air, on montait avec tout. C'est-à-dire on montait avec les domestiques, on montait avec les meubles, on montait avec les draps, on montait avec les provisions de nourriture. Et c'était une expédition que de monter. Alors il y avait la villégiature des Hauts et il y avait la villégiature de bord de mer. On allait aussi en changement d'air en bord de mer. On disait changement d'air, c'était ça l'expression. Aujourd'hui, on dit toujours changement d'air. Par exemple, le samedi et le dimanche,
Vous trouvez beaucoup de gens qui ont pas forcément, mais qui vont pique-niquer dans les forêts, qui vont se balader dans les hauts, et surtout en janvier-février quand il fait très chaud. En tant que nouvel arrivant à La Réunion, on se met très vite dans cet état d'esprit de pouvoir profiter des différents climats, de l'altitude. Et une grosse partie des week-ends sont consacrés à des pique-niques là où l'air est le meilleur. Après les Hauts de Saint-Denis, direction les territoires de l'Est. Une vaste plaine agricole battue par les alizés et surnommée la Côte au Vent. Surplombée de hauts reliefs arrêtant les nuages venus de l'océan, c'est l'une des régions les plus arrosées au monde. Là on voit un temps typique de l'Est, mi-figue, mi-raisin, mais ça peut se dégager comme ça peut complètement se dégrader aussi. En faisant le tour de l'île, on a l'impression de faire le tour du monde en quelques heures. Quoi. Enfin, tiens, c'est très contrasté en fait. Oui, voilà, on est dans l'Est. Il pleut. Mais bon, il fait beau en face, ça devrait aller. Parce qu'on va là-bas. Le décor change. Bernard et Raphaël atteignent les grandes plantations de canne à sucre de l'Est. C'est ici que sont arrivés des travailleurs venus d'Inde pour remplacer les esclaves dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On les appelle les Malbars. Dans les collines de Sainte-Anne, le temple Morange est l'un des 8 édifices hindouistes classés monuments historiques sur l'île. Bâti par un descendant de ces travailleurs de force, ce joyau du patrimoine réunionnais est aujourd'hui restauré par une association locale. Bonjour. Bonjour. Monsieur, c'est l'homme. À l'entrée de l'enceinte sacrée, est-ce qu'il faut qu'on se les choses? Oui. Ok, les bons. Bonjour, Raphaël. Les deux hommes sont accueillis par les fidèles qui gèrent le site. Bonjour. Comment on nous là? Non, mais après ça mouille la chaussette. Bonjour. Dans les années qui suivent sa construction en 1947, Morange et son architecture de béton polychrome attirent des foules immenses de pèlerins venus de toute la Réunion. C'est la première fois que des visiteurs d'une autre confession sont autorisés à pénétrer dans la chapelle principale durant une cérémonie. Le fond de l'édifice abrite le cœur du sanctuaire, un autel dédié à Kali, la divinité la plus révérée par les Malbars de l'île. C'est petit, c'est modeste, c'est à l'échelle de la Réunion, mais je suis très content que cet édifice-là il soit sur le même niveau de Versailles. Ce temple-là, il a autant de valeur historique que peut avoir un château, etc. Parce que le patrimoine s'adapte à chaque région, et la Réunion, la particularité, c'est ça. Partout sur les murs, ces fresques mêlant références hindoues et chrétiennes sont soigneusement protégées par les membres de l'association. Nous, nos ancêtres, ils ont laissé ça pour nous, quoi. C'est une tradition, c'est notre religion, notre culture qu'on a ramené de l'Inde ici, qu'on a su garder. Peut-être qu'il y avait de la poussière, maintenant nous, on est en train de donner cet éclat, là. Et on est content. C'est un vrai trésor. Mais pour les gens d'ici, pour les gens qui l'entretiennent, pour les gens qui participent au culte et qui, en faisant le culte, continuent à entretenir le bâtiment, mais pour des gens comme moi aussi. Parce que ça, c'est aussi mon histoire. Il faut qu'on préserve ça parce que c'est la mémoire des gens de Morange, mais c'est aussi la mémoire des Réunionnais. Enfin, je considère ça comme ça. Dernière étape, 10 km plus au sud, sur les rives de la rivière de l'Est. Ici se dresse un autre trésor du patrimoine architectural de l'île, achevé en 1894.
Un pont suspendu, aujourd'hui fermé à la circulation. Alors si on fait un montage photo et qu'on enlève le décor, on met des buildings, on est à New York, quoi. Il a une élégance, une finesse dont on rêve un petit peu aujourd'hui. Avec ses 152 mètres de portée, ce chef-d'œuvre d'ingénierie, arrivé en kit de métropole, était le plus long pont suspendu du monde à sa livraison. Conçu pour désenclaver le sud rural, il fait aujourd'hui la fierté des Réunionnais. Je suis passé là-dessus avec mes parents en flippant, petit, en regardant par en bas et le pont était en bon état. Mais c'est sûr qu'avec une voiture, il bouge un peu. C'était toujours une vraie aventure de franchir le pont de la rivière de l'Est en voiture. Là, c'était un ouf, c'était le moment magique. Bernard, l'historien, et Raphaël, l'architecte, ont décidé de se battre ensemble pour faire classer monument historique le pont suspendu de la rivière de l'Est. Au cœur de l'île, des Réunionnais veillent sur un autre trésor. Les végétaux endémiques du seul parc national français inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la première fois ce matin, une équipe du parc part explorer un site remarquable, la forêt littorale de Bois Blanc. Donc, strate arborée, les arbres ils montent jusqu'à combien au maximum là? Sans attendre, les hommes débutent un inventaire des espèces présentes sous la canopée. 12 mètres 12 mètres, moi ça me va parce que la fougère arborescente, là, je la mettrai en arbustive et elle est à 8 mètres au moins. D'accord. Donc ouais, on met 12 mètres. Ok, 12. Il y a des îles dans l'île, il y a des petites zones comme ça qui sont un peu coupées de tout, soit parce qu'elles sont coincées entre deux remparts, entre deux canyons très encaissés. Il y a plein d'endroits secrets encore à découvrir. Et là, ce qui est assez remarquable, c'est d'avoir au niveau du sol tout plein de plants. Tu vois, il y a tout plein de juvéniles. Et en fait, la santé de ta forêt, il faut pas la regarder en haut. Ça joue, le devenir de notre forêt, elle se joue là. Alors, effectivement, il faut faire gaffe où on met les pieds. Pour la suite de leur expédition, les gardes qui portent chacun 16 kilos de matériel ont 500 mètres de dénivelé à gravir dans la chaleur tropicale. Très vite, ils font une découverte. Florian, viens voir ça un coup, va. J'arrive. Regarde l'espèce de fougère space là. Une fougère indigène qui ne pousse que sur les arbres et que l'on appelle la chéroglossa. La présence de cette espèce rare atteste de l'exceptionnelle santé de la forêt de Bois Blanc. Tout de suite, Christophe pointe sa localisation au GPS. J'ai 635 là. Attention, là les voyants sont allumés, on est sur une zone, il y a des espèces ou une espèce rare, et donc il faut porter une attention toute particulière à la bonne conservation de ce milieu. Tu es sur une île, c'est vrai que c'est petit, mais tu as une telle différence de climat, de lumière, de conditions, d'atmosphère, ce qui fait qu'on n'a pas cette impression en fait d'exiguïté. Au coucher du soleil, les hommes installent leur campement à l'abri de l'humidité. Elles sont pas passées avec. Celle-là, t'es à l'envers. Non, non, rien, t'es pas dans le bon. Celle-là, il n'y a pas d'anse. Bon, oui, alors sur là-bas. C'est parfois plus facile de faire des relevés floristiques en forêt que de monter la tente. Mais celle-là encore, ça va.
On est toujours plus efficace à 4, surtout 5 minutes avant la nuit, quoi. Oh là là. Tradition pour le repas du soir, un verre de rhum arrangé. Une recette locale aromatisée aux fruits exotiques. C'est quoi le chi, non? Allez, Chin. Moi, je pensais à un an, voilà. Commence, Jean-Marie. Allez. Allez, je goûte alors. Voilà. Non, ça te suffit, Ah oui. moi, je vais juste Ouais, goûter. mais Jeff, Le lendemain, nous retrouvons Christophe, le garde du parc, en route pour une autre mission sur les hautes plaines du centre. Il est attendu dans l'une des dernières forêts primaires de la Réunion, le sanctuaire de Bébour. Ce type de paysage recouvrait l'île à l'arrivée des premiers habitants. Cet écosystème fragile est aujourd'hui menacé par des braconniers. Ils viennent piller ces espèces végétales uniques au monde pour les revendre. Il y a un vrai business, un vrai business derrière. On est passé de la pratique traditionnelle de subsistance ou pour faire un petit carry un peu différent de temps en temps à des vrais réseaux organisés avec des indiques, des guetteurs, des revendeurs. Alors on est où? À la plaine des Marsouins, Christophe retrouve les policiers de la brigade nature. La ravine évidente, la ravine Misère, tu as fait. Ravine Misère, c'est la toute première qu'on traverse. Donc on risque de se mouiller un peu là. Ces enquêteurs traquent avec lui les camps de braconniers dans les milieux les plus impénétrables. Ils suivent aujourd'hui un sentier créé par les trafiquants. La progression est rendue délicate par l'enchevêtrement de végétation. Ça remonte là-bas. Repart en face. Avec son œil exercé, Christophe repère une entrée sur les berges de cette ravine. Le départ du sentier, il est très discret, quoi. La végétation a bien refermé, alors que c'est une autoroute derrière. Ouais, c'est bon. Ça, c'est pas vieux, hein? Non, c'est pas vieux du tout. Généralement, il laisse toujours une petite trace. Ça peut être une branche coupée, ça peut être un paquet de cigarettes, une canette de boisson qui va donc marquer l'entrée ou la poursuite du sentier. La cible des braconniers, c'est ce palmier, le palmiste rouge des Hauts. Une espèce que l'on ne trouve plus que dans les massifs reculés. Lorsqu'il atteint une certaine hauteur, une certaine maturité, il va être coupé. Hein, donc ils vont tuer l'arbre pour récupérer la partie terminale, ce qu'on appelle le bourgeon terminal, qui va se situer juste en bas, tu vois, de ces grandes feuilles. Ça fait partie des petits joyaux à préserver absolument, cette espèce. Absolument. Par exemple. Complètement, elle est endémique de la Réunion, donc présente qu'ici, que sur ce territoire-là. Donc si elle disparaît non seulement de la Réunion, mais de la planète. La brigade fouille minutieusement les alentours à la recherche d'indices pour localiser l'accès à un camp. Comme ces deux troncs de palmistes rouges que trouve Pachi. Donc ça va être un sujet qui doit avoir 4-5 ans. Idem pour celui-ci. En contrebas, les hommes découvrent finalement l'abri de fortune. Il vient à peine d'être déserté. Ils ont dû nous entendre. C'est vraiment Non. Enfin, un ou plusieurs. Il s'est barré ce coup. Voilà, rien, il était attaché avec un... Donc chaque fois, ils ramènent des bâches ou des trucs. Philippe Mongin, le chef de la brigade, se charge des premiers constats avec Christophe. Les habits sont accrochés, voilà, pour que ça soit sec. Là, dedans, les matelas sont enroulés dans des bâches plastiques.
Là, tu mets de la fougère pour pas qu'il y ait d'humidité, donc pour les isoler du sol. Donc là, si tu veux, c'est la zone de couchage. Et puis là, tu as le niveau cantine, voilà. Et puis derrière, tu as, tu vois, poubelle jaune, poubelle verte et poubelle grise. Surtout, je sais pas, quand on regarde par exemple par terre, il y a des piles, donc il y a du mercure, enfin il y a des... Partout. Tiens, regarde celle-là, tu vois, voilà, c'est pas très vieux. On vous sent un peu énervé en fait. Bah, il y a un petit peu de quoi, je veux dire. Voilà, quand tu vois ce qu'il y a là, ouais, c'est quand même un site qui est magnifique, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et puis tu trouves des trucs, voilà. On s'attend pas dans un milieu comme celui-là de tomber sur un tel, excusez-moi l'expression, mais bordel que ça, quoi. Enfin, voilà, là on a de tout, ça va du feu aux zones, dans les zones non autorisées, aux déchets, aux produits dangereux, les piles, destruction d'espèces protégées, enfin voilà, on a le cocktail détonnant sur ce genre d'endroit. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein. Lorsqu'ils auront interpellé les braconniers en flagrant délit, la brigade et le parc organiseront une opération de destruction des camps sur l'ensemble du site. À 1400 km à l'ouest de la Réunion, apparaissent les eaux bleues turquoises de Mayotte. L'archipel est devenu le 101e département français en 2011. Son lagon, l'un des plus grands au monde, au cœur d'un parc naturel marin, est un sanctuaire pour les coraux et 2300 espèces marines. Ce matin, Yannick Stéphan s'apprête à survoler le littoral. Donc on est parti ? Cet ancien technicien de laboratoire, installé ici depuis 11 ans, est devenu guide nature à Mayotte par passion pour cet écosystème exceptionnel. Aujourd'hui, avec un ami pilote, Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à démarrer. il veut faire des photos de l'une des espèces marines les plus spectaculaires vivant dans les eaux de l'archipel, la raie manta. Les deux hommes partent pour 2 heures de vol autour de Grande Terre. Bon, ce petit lagon de Mayotte, ça fait plaisir de voir du haut. Clair, quand même une sacrée île de contraste. Hein. On a des plages de sable blanc, on est passé juste devant des plages de sable noir. Le sable blanc à Mayotte, c'est uniquement du corail mort. Comme on a des grosses marées, on a une grosse mortalité du corail plusieurs fois par an. Cette érosion, ça fait le sable blanc. Et le sable noir qui est super fin, c'est l'érosion de la roche dure, la roche volcanique. Ah, il est beau son piton rocheux là. L'ULM longe d'abord le mont Tchungi, vestige du volcan qui a formé l'île il y a 9 millions d'années. Puis en remontant vers le nord, les amis atteignent les îlots Choisil, reliés par une petite langue de sable. Là, quand il y a la belle lumière et la belle marée, pour moi, c'est le joyau de Mayotte. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça donne un peu le vertige ton truc. « 10 km plus à l'ouest, ils approchent enfin la zone où les raies manta font une halte dans les eaux les plus chaudes du lagon pendant leur migration. Ouais, il doit y en avoir une en bas là. Ah, c'est impressionnant quand tu le vois comme ça, marée basse. Regarde, on en voit une là-bas. Tu vois la tache noire là-bas? Regarde le long du tombant là.
Ces poissons majestueux peuvent atteindre 9 mètres d'envergure. Oh là, regarde, il y a l'autre là-bas, rate ça. Mais oui, mais je sais. Elle est au folle là-bas. Je viens tous les jours. Bah, regarde, 2. Ouais, mais ouais. Le vol se prolonge quand soudain, c'est la Ce surprise. serait pas un, ça? Là. Tu rigoles, c'en est un. Où ça? Là, en bas, là. C'est mon premier. C'est ton premier? en ULM. Pour la première fois, le guide peut photographier un dugong, le mammifère marin le plus menacé sur la planète. Il en reste moins d'une dizaine à se nourrir dans les herbiers du lagon de Mayotte. Trois jours plus tard, Yannick part à la rencontre des raies mantas qu'il a survolés le long du grand récif du Nord-Est. Il emmène une jeune biologiste du parc naturel qui n'a jamais plongé avec le diable des mers. Le guide se dirige vers la plus grande passe qui relie le lagon à l'océan, une zone qu'il connaît parfaitement. Non, c'est facile, tout le monde a un GPS sur le bateau, mais moi, pendant 4-5 ans, je naviguais sans GPS, donc je connais tous les recoins du lagon. Yannick doit slalomer entre les parties les plus hautes du massif corallien. Il va falloir que je me concentre pour pas qu'on se prenne une patate. Et là, il y a des patates de coraux partout. Cette barrière de 195 km de longueur entoure la totalité de Mayotte. Magnifique. Il est interdit d'y jeter l'ancre et de ramasser le corail. La barrière, par endroit, elle peut faire 3 km de large. Ça va pousser en s'étalant. Ça pousse vers la lumière, toujours la barrière de corail. Plusieurs fois par an, le corail sort, meurt, s'érode. Quand on voit que la barrière de corail, même à 20-30 km de la côte, elle sort de l'eau, c'est quand même impressionnant, quoi. Dans une zone plus profonde, il cherche les courants où nagent les raies. Elles viennent vraiment manger où il n'y a pas d'eau. Quand le plancton s'accumule là contre la barrière, là on est calé à l'intérieur de la barrière. Mais depuis 6 ans, en fait, c'est la zone où je les vois le plus souvent. Dans le courant. Bon, il y a une grosse qui mange là-bas. Bon, on va s'équiper, et puis après on va y aller, quand tout le monde sera prêt. Vous me suivez, c'est tout, vous avez juste à me suivre. Vous cherchez pas la raie manta, vous me suivez. Comme tous les animaux, évitez de les courser, faire le minimum de mouvements possible. Ça reste des animaux sauvages, donc dans l'eau, quand on est là avec les bras, les jambes, dans tous les sens, c'est impressionnant pour elles, quoi. Il y en a certaines qui ont l'habitude, qui sont cool, mais en règle générale, si on les embête de trop, elles se sauvent, elles arrêtent de manger, quoi. Le guide et la biologiste plongent pour une rencontre inoubliable. Alors que Yannick se positionne dans le courant, une première raie manta apparaît. Un beau spécimen de 4,50 mètres d'envergure. Certaines raies peuvent peser jusqu'à 3 tonnes. Comme beaucoup de géants des mers, la manta se nourrit de petits animaux aquatiques. Les crevettes, les alevins de poissons, les vers, les oursins et surtout le plancton qu'elle filtre avec sa large gueule grande ouverte.
Classée comme espèce vulnérable, la raie manta est protégée dans le parc marin de Mayotte. Les passionnés en comptent une dizaine chaque année. Ça me fait plaisir. Hein. Dans cette grosse bête, t'as vu, on pourrait rentrer dans la bouche presque. C'est impressionnant quand même. Bon, c'est un régal hein, de nager avec elle. En créant le parc naturel en 2010, ses inventeurs ont voulu préserver la biodiversité exceptionnelle de l'archipel. Le symbole de cette richesse est le maquis. Partout, on peut voir cet animal devenu l'emblème de l'île. Ce lémurien est arrivé ici au IXe siècle dans des bateaux venus de Madagascar. Le maquis est aujourd'hui protégé et le capturer est un délit. Sidi Naouirdine est l'un des 6 gardes du sanctuaire. Cet ancien militaire a parcouru le monde avant de revenir sur sa terre natale il y a 11 ans. C'est un bout de France perdu dans l'océan Indien, entre l'Afrique et Madagascar. On a une tradition africaine très présente. Au niveau du paysage, la terre un peu rouge, argileuse, vous avez les baobabs. Ce sont nos éléphants, nous, par rapport à l'Afrique. À l'Afrique, ils ont gardé les éléphants, nous on a les baobabs. C'est un joyau de la nature, le lagon qu'on a, c'est un des plus grands lagons fermés du monde. Tout le monde peut plonger, on n'a pas besoin d'être un professionnel de la plongée pour profiter de cette merveille. Bienvenue au paradis. À vos marques, prêts, et c'est parti! On prend sa pagaie. Voilà, le commandant, il tient toujours le bateau face à la vague, le nez devant. C'est une façon de l'affronter. Ce matin, sur la plage de Bandrélé, Sidi initie une classe d'enfants au kayak de mer. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Venez ici, venez vers moi. Accrochez-vous bien sur les bateaux les uns des autres, d'accord? Voilà, très bien. Il veut surtout les sensibiliser à la richesse de leur lagon. Allez, venez par ici, là, venez par ici, venez par ici. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les mangroves? Il y a des arbres, surtout beaucoup de boue. Est-ce que c'est bon pour les mangroves? Non? Pourquoi le lagon c'est important pour nous? Hein? Voilà, pourquoi le lagon c'est un abri aussi pour les poissons. Est-ce qu'il y a des requins dans le lagon? Non. Des dauphins? Oui. Voilà. Est-ce qu'on mange les dauphins? Non. Pourquoi? Parce que c'est des animaux très gentils. Ils sont protégés par Mayotte. Ils sont protégés par Mayotte. Donc on ne peut pas les manger, d'accord? Moi, ce que j'essaie de faire, c'est un passage de témoin, donc c'est à eux maintenant de veiller à la protection justement de ce milieu naturel qui est très riche. Et en plus belle récompense, c'est que parmi eux, qu'il y en ait qui deviennent plus tard moniteurs de kayak ou bien qui travaillent pour la protection de ce milieu. Après le cours de kayak, les élèves se retrouvent pour le traditionnel voulé, un barbecue que partagent les Mahorais sur les plages. Je pense qu'il faut certains font les mabawa et peut-être qu'il faut commencer à préparer les bananes. D'accord? Vous avez ce qu'il faut? Anne-Gaëlle, leur institutrice, est aussi la femme de Sidi.
La tradition du volet, c'est une vieille tradition mahoraise qui consiste à faire des grillades. Et les ailes de poulet, c'est le sport national. Tous les week-ends, les gens viennent à la plage pour faire des grillades au bord de la mer. On est ensemble, on échange et on apprend. C'est dans les échanges qu'on apprend beaucoup. On apprend à respecter l'autre. Et ça, pour moi, c'est très important. En fin d'après-midi, direction le sud-est de l'archipel. Sidi et Anne-Gaëlle se dirigent vers leur endroit préféré, au cœur du lagon. On se fait plaisir tous les week-ends. Après le boulot, on vient ici pour se faire plaisir. Là, je vous amène à l'îlot de sable blanc. Au large de Sazilay, voici l'îlot Tsoolé, un banc de sable d'une blancheur remarquable au cœur des eaux turquoises. Sidi vient régulièrement y contrôler la colonie d'oiseaux marins qui y niche. Les oiseaux ils se rassemblent en groupe. De l'autre côté, il y a les sternes. Et ici, au milieu, vous avez des nudibrancs. Donc, c'est très rare qu'ils se mélangent. Quoi. Ils font tous bande à part. En haut de la dune, le garde aperçoit un sterne mal en point. Il est un peu fatigué, il est épuisé, là, il ne peut plus rien. Là. Pour sauver l'oiseau, la technique est simple. Il faut creuser un trou dans le sable pour qu'il puisse récupérer à l'abri du soleil. On va essayer de le mettre là. Ok, là il est à l'ombre, il bouge. C'est bon signe. Nous quittons les étendues bleu-azur du lagon pour rejoindre les forêts tropicales du centre de Mayotte. À l'ombre des cocotiers se cache un autre trésor, l'ilang-ilang, la fleur qui a fait vivre des générations de paysans mahorais. C'est à la fin du 19e siècle que se développe la culture de cette variété de magnolia, dont l'essence est utilisée par les plus grands parfumeurs pour ses senteurs de monoï et de jasmin. Hassani Soulaïmana est fils d'agriculteur. Il se bat pour sauver ce savoir-faire insulaire. En ce mois de mai, c'est le premier jour de la récolte annuelle. Les cueilleurs commencent par soigneusement trier les fleurs. Il faut cueillir quelle fleur mature, c'est-à-dire quand le cœur est coloré rouge comme ça, ça veut dire que là, elle est bonne à être cueillie. Et le cœur commencé. Alors, celui-là, il n'est pas mature, elle n'est pas mature. Cette fleur n'est pas mature, alors si vous prenez, vous le gardez à l'intérieur, le cœur n'est pas rouge. Hassani a fait des études de gestion, mais il a choisi à 24 ans de reprendre l'exploitation familiale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 30 à Mayotte à cultiver l'ilang-ilang. Si je ne reprends pas, en fait, personne ne reprendra. Et ça, c'est pas possible. Et je le reprends aussi, pas par obligation, mais parce que j'aime ça, en fait. C'est un choix de venir dans la brousse, être paysan et me battre pour développer le travail familial. Il y a une fierté aussi de pouvoir continuer le travail de son père. Je sais pas, j'aime bien avoir les mains sales, j'aime bien être dans la nature, j'aime bien être piqué par les moustiques. Voilà. Il y en a qui ne comprennent pas, ils me disent « Ouais, mais pourquoi toi, tu as fait un peu d'études, tu peux avoir un travail général ou tu peux avoir un travail tranquille dans les bureaux climatisés, tout ça. » Ouais, mais vous imaginez 4 murs blancs?
La récolte terminée, il faut amener au plus vite les fleurs à la distillerie. Ce matin, les cueilleurs ont ramassé plus de 50 kilos de la précieuse plante. La fragrance de l'ylang-ylang est extrêmement volatile et il faut la transformer immédiatement. Il faut arrêter la vapeur absolument là. Faut pas traîner? Ouais, enfin surtout, faut pas laisser la vapeur s'échapper. L'attente va durer au moins 3 heures. Pour moi, ça reste toujours de la magie. Ouais. Hassani vend ses extraits d'ylang-ylang comme produit de beauté. Enfin, l'alambic délivre les premières gouttes du précieux nectar. C'est moins fabuleux parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ceci représente quand même beaucoup de travail. Hein. Faut le mettre loin, il faut un nez exercé parce que sinon, en fait, ça peut repousser. Mais sinon, c'est un air au goût de banane. Enfin, je sais pas, ça donne l'eau à la bouche, on dirait du miel, ça sent super bon, quoi. Là, franchement, là-dedans, en fait, nous devons avoir dans les 6000 fleurs. Hein. Donc 6000 fleurs dans ce petit flacon-là. Voilà, c'est ça mon sourire, quoi. 6000 fleurs que j'ai réussi à piéger dans un flacon, super. Avec son arôme de Mayotte, Hassani espère intéresser les plus grandes maisons de parfum. Le soir tombe sur Mamoudzou. Allez-y. Ouais, bah comme ça. Sur le port, nous retrouvons Yannick, le guide nature. Il emmène une vingtaine d'habitants pour une expédition qui n'a lieu que 4 fois par an à l'occasion des grandes marées. Il veut leur faire découvrir les richesses du récif de nuit. Après 20 minutes de navigation, le groupe atteint le cœur du lagon. C'est lourd, il faut la prendre à deux. Ici, la barrière de corail est accessible à pied. On va tous rester ensemble, même si on se dispatche sur une petite zone sur 100 mètres carrés, c'est pas un souci. Mais voilà, il faut savoir que là, il n'y a pas d'eau, c'est sympa, mais tout à l'heure, il y aura 4 mètres d'eau. Alors, ce serait bien que personne ne se perde. Les 3/4 des bêtes qui sortent, c'est les plus dangereuses. C'est celles qui ont du venin. Les scorpions, tout ça, Voilà, je vais vous laisser ça passer sort la nuit. devant, en fait, les filles. Je vais fermer la marche. Il faut progresser avec précaution dans à peine 20 cm d'eau. Les rascasses volantes. Donc ça, c'est un venin super dangereux, c'est super joli. Hein. Ouais. Vous allez en voir plusieurs espèces, hein. Ça c'est le poisson-lion. On les voit vraiment bien la nuit à se promener. Quoi. La journée, c'est sous les voûtes, dans les grottes. Elle est belle, hein. Très vite, Yannick attrape un poulpe. C'est un poulpe tacheté. Vous voyez, on voit toutes ces petites taches. Les bleus. Mais lui, il est à taille adulte. Ah ouais, c'est petit. Ouais. La journée, on peut en voir des beaucoup plus gros, mais c'est pas du tout la même espèce. Comment il se déplace? Attends, je veux pas qu'il Faut y aller doucement. Pas de gros coups de palme, tout ça. Ce que j'ai pas envie, c'est que les gens ramassent les coquillages, les mettent sur leur buffet. C'est vraiment l'occasion pour faire comprendre aux gens que la nature, faut la laisser tranquille, quoi. C'est quoi ça? C'est un petit poisson globe. T'es sûr que ça va te piquer? Non, au pire, ils mordent. Eux, ils grignotent le corail. Elle est tout fou. Pourquoi?
Parce que c'est des animaux qu'on voit pas souvent, on leur fait partir en plongée. Et là c'est vrai que c'est hyper accessible, on est là, on prend notre petite lampe, on se promène et ça aide à réaliser qu'on est dans un coin assez paradisiaque et qu'il faut le protéger. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus à faire ce genre de choses. Soudain, Non, ne bougez pas, elle vous fera pas mal. une raie électrique traverse le groupe. Non, mais parce qu'elle est un peu perdue, si tu veux. Non, mais ne bougez pas, vous risquez rien. Ne bougez pas. Après une heure d'exploration, le guide fait sa plus belle découverte. Ouais, c'est un oursin, c'est l'oursin crayon. Moi, j'en vois jamais, hein. Ça va être le 3e en 11 ans. Puis à chaque fois, c'est comme ça, une bestiole qu'on n'a jamais vue, alors qu'on vient tout le temps au même endroit. On voit souvent des pendentifs faits avec ces épines d'oursin là. C'est un peu dommage, c'est tellement joli là dans l'eau. Dans 2 heures, le groupe quittera le récif avec la marée montante. Nous quittons Mayotte pour retourner vers l'est dans l'océan Indien, à La Réunion. En ce début de l'hiver austral, une couche blanchâtre de grésil recouvre le sommet du Piton des Neiges. Un événement de plus en plus rare. Sur la côte ouest, à l'héliport de l'Éperon, nous retrouvons Cécile, la pilote, pour une de ses missions de service public. Aujourd'hui, elle s'envole avec une infirmière itinérante qui part pour une semaine dans les villages les plus isolés de l'île. Je sais pas, ils ont des sacs à mettre. Direction le cirque de Mafat, une enclave naturelle avec une dizaine de hameaux, bâtis à flanc de relief, inaccessible par la route. Avant de pénétrer dans l'amphithéâtre, Cécile rase le vertigineux sentier de la canalisation des Orangers. Taillé à flanc de parois sur près de 11 km, il sert de repère aux pilotes. C'est la rentrée dans un autre monde, avec d'autres personnes, une autre façon de vivre, une autre appréhension des priorités du quotidien. Depuis 3 siècles, c'est dans ces petits hameaux qu'on appelle des îlettes que 820 Mafatais vivent au cœur d'un territoire de la taille de Paris. Un quotidien autarcique rythmé par le balai des ravitaillements aériens et l'accueil des 90 000 randonneurs qui marchent ici chaque année. Comme sur le plateau abritant le village de la Nouvelle. Avec ses 150 résidences, c'est le plus grand et le plus visité des 10 îlettes. « 5 km plus au sud, voici Marla, le plus haut des hameaux à 1645 mètres d'altitude. Il surplombe la Plaine aux Sables, la plus petite bourgade qui ne compte que 2 familles. Ce matin, c'est à l'îlette de Rocheplate, sur le flanc ouest du cirque, que Cécile doit déposer sa passagère. Chaque îlette a sa spécificité, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres.
Allez, je fais ma petite approche de grand-mère. À très bientôt. L'infirmière va pouvoir commencer sa tournée. Pour la pilote, pas une minute à perdre. Elle embarque une femme enceinte qui doit descendre à Saint-Denis pour une échographie. Pendant toute la journée, Cécile va effectuer des rotations avec des villageois dans cette zone réservée aux pilotes les plus chevronnés. Un petit peu de vent, ça devient très turbulent. Quelque part, c'est du vol en montagne, donc ça demande une certaine vigilance. Il faut rester assez humble dans ce genre d'environnement. Plus tard, dans la matinée, ça grimpe bien quand même. La pilote ramène 2 petits garçons qui rentrent d'une semaine dans un centre aéré sur le littoral. Allez, on descend, on fera attention aux oreilles. Alors là, si on n'a pas une vue d'enfer. Avec ce saut de puce de quelques minutes, Cécile leur épargne 3 heures de marche jusqu'à leur village. Le fait de travailler pour les Mafatais, c'est une façon de se sentir utile d'une manière différente. Jusqu'au soir, elle va survoler les paysages déchiquetés de Mafate. Pendant ce temps, à Roche-Plate, nous retrouvons Dominique de France, l'infirmière itinérante. Cette réunionnaise de 61 ans vient de commencer sa tournée. Pendant 5 jours, elle va sillonner à pied les sentiers escarpés du cirque. Le circuit, c'est nous qui le faisons, donc il est différent chaque fois. Si on veut varier les plaisirs, les paysages, il vaut mieux les prendre dans un sens et ne pas les reprendre dans le même sens 2 ou 3 fois par jour. Cet après-midi, Dominique se dirige vers l'un des 5 hameaux dont elle a la charge. Coucou, ça va? L'infirmière a choisi il y a 3 ans d'exercer ici. Oui. Les vacances, hein? Par passion pour le mode de vie singulier des Mafatais. Je les ai connus sur le papier d'abord en feuilletant les dossiers et puis après, voilà, même... Les visages sur les noms. Tout à fait, parce que, bon, j'ai pour principe de ne pas aller chez les gens si je n'y suis pas invitée. Je veux dire, je ne vais pas comme ça chez les gens, mais après, en discutant avec un oncle, une tante, une fille, voilà, ben viens voir papa, et ça fait longtemps qu'il ne vient pas. C'est comme ça que ça se fait. Dominique est attendu 600 mètres plus haut pour une visite à domicile. Suzy? Chez Suzy et Jules Vineau. Georgie, bonjour. Ah, ça va? Vacances? Hein? Une famille de 5 personnes qu'elle passe voir régulièrement depuis la naissance du dernier fils. Ah, Jules Vineau est là. Bonjour. Allez. Ça va? Oui, ça va bien, vous? Oui. Ah bah oui. L'infirmière surveille attentivement la croissance du petit Jules. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu pousses sur tes jambes ou pas? Hein? Tu pousses? C'est l'avant-dernier né de l'année, 2012. C'est le plus gros. Je dirais pas trop fort, mais c'est le plus beau. Pour moi, c'est le plus beau de tous ceux qui sont nés.
Tous les bébés sont beaux, mais toi, tu es vraiment très beau. Un bonhomme? Ouais, d'accord. Tiens. Papa, maman ont bien travaillé. Vous l'avez vu naître quasiment en plus celui-là. Ben, j'étais pas à la maternité, mais oui, il y a eu 5 naissances cette année sur Roche-Plate. Entre le mois de décembre et janvier, non je dis 5, 4. 4 naissances entre décembre et janvier, donc voilà. Ces 4 petits, ils sont pas à moi, mais ils sont un petit peu à moi quand même. Parce qu'on s'en occupe tous les mois, on essaye. Hein, Suzy? Tu te souviens de ton dernier tour? Dominique en profite aussi pour contrôler la glycémie de Suzy, la maman. Tu vois, c'est lui connaît. C'est un petit peu élevé par rapport à l'horaire. Donc, Julino, tu l'empêches manger gâteau toute la journée. Hein? Ouais. Tu manges à sa place si tu veux, c'est pas grave. Moi, ça part. Allez, à bientôt. Merci encore. Et puis, La prochaine visite est prévue dans 10 jours. Dans les bas. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir, chérie. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de la journée. L'infirmière rejoint l'un des 3 dispensaires de son secteur. C'est mon petit coin. Une de mes petites maisons. Parce qu'en fait, j'en ai 3. Ce soir, elle se prépare pour passer la nuit dans la chambre qu'elle s'est aménagée à Roche-Plate. Bienvenue chez moi, hein? Voilà. Demain, une rude journée l'attend. Dommage la pluie, hein? Mais bon, c'est toujours aussi beau. Le lendemain matin, dans le brouillard, Dominique est déjà en route sur le passage de la Brèche à 1300 mètres d'altitude. Ça glisse. Faire attention. L'infirmière porte 12 kilos de matériel médical et doit parcourir 6 km jusqu'à Lillette, où elle est attendue. Un trajet rendu périlleux par l'humidité qui envahit le fond du cirque ce matin. Ma fête avec le mauvais temps, c'est pas grave. Sinon, je travaillerais pas, hein, si je me fiais au temps. Mauvais ou beau, il faut que je marche, donc j'y vais. Je pars avec mon parapluie et c'est parti. En empruntant les chemins de grande randonnée, elle croise régulièrement les visiteurs venus marcher sur les traces des premiers habitants du cirque. Bonjour. Automatiquement, quand on passe dans des coins très, je dirais, mystérieux, un peu mystiques, surtout avec le brouillard comme ça, on pense aux gens qui ont pu courir au travers des montagnes et pour se cacher. Et on ne peut pas faire autrement que d'avoir une pensée pour eux. Dans la matinée, les alizés qui soufflent sur l'est de l'île brisent l'épaisse couche de nuages installés sur les hameaux. Après 3 heures de marche, Dominique retrouve le docteur Thierry Maillot qui vient d'être héliporté à l'îlette des Orangers. Ce sont les vacances. Oh, on a le droit à la musique pour arriver ce matin, c'est super. Bonjour tout le monde. Il est l'un des 4 généralistes qui visitent une fois par mois les dispensaires du cirque. Ah oui, on va mettre ce joli chapeau doré. Prudente aussi. Sortir des chaises. Ce matin, les soignants attendent une quarantaine de patients. Certains ont fait 1h30 de marche pour venir jusqu'ici. Voilà, monsieur.
Merci pour la musique, c'est super. Après Prudente, c'est qui? C'est où? Ah où? Alors, Andrea, Prudente. Eh, bataille pas, hein? D'accord? Chacun son tour, hein? Andrea, Prudente, Raymond, Jeanne ou Méraline? Méraline. Bon, les bons. Après, ma mémoire, l'écoute, il faut me sortir les dossiers. L'ordre de passage, c'est suivant l'ordre d'arrivée. Alors, il n'y a que seuls qui le savent. Et c'est pour ça qu'ils chamaillent de temps en temps, là. Ça là, il veut gagner la place, ça là, et moi, il n'est pas d'accord. Durant 3 heures, entre prélèvements à envoyer par hélicoptère et bobologie d'un cabinet de campagne, Dominique et Thierry traitent les habitants sur place Jeanne, c'est à toi maintenant? pour leur éviter d'avoir à quitter le cirque. Ça, c'est pour le mois prochain. Prudente, il commande le petit vaccin. Une fois que le petit vaccin est là, Dominique vient faire autre case. D'accord, merci beaucoup, Dominique. Vous êtes gentil. Merci. Allez, bonne journée. Juste en face du dispensaire, de l'autre côté de la place du village, vit la grande sœur de Prudente, Andrea. La doyenne de Mafat vient de fêter son anniversaire. Et Andrea, on a combien de temps vous habitez là? Depuis mariée. On n'aura pas besoin de rouvrir la porte, hein, pas grave, bien t'es là. Andrea, j'étais pas là pour tes 83 ans. Mais m'a trouvé un petit quelque chose, mais j'espère m'a fait plaisir parce que m'y croit pas au nana. L'infirmière tient à lui offrir un souvenir de son mari disparu depuis 3 ans. Tu te rappelles ces photos-là? Oui, m'y rappelle. Arthur? Oui, Arthur, t'es tout le temps en train de blaguer, Arthur. La vieille. Il a une dizaine d'années à peu près. Oui, une dizaine d'années. C'est facile de s'attacher au Mafatais, Dominique? Oui, enfin, pour moi, c'était très facile. Hein. De toute façon, c'était déjà un choix de venir travailler dans Mafat depuis longtemps. Donc, j'ai eu ce que je voulais et je suis auprès des gens que j'aime. Oui, nous habitions ensemble comme camarades, des étrangers, mais camarades aussi. Étrangers, mais camarades, ça c'est important. Elle Les fait la étrangers, différence mais camarades. entre les étrangers, pas camarades, et les étrangers, camarades. Camarades aussi, bons camarades, bons amis. Elle, c'est une camarade. Comme frère et sœur. Voilà, comme frère et sœur. Comme frère et sœur. Merci. D'accord? Allez, bisous. Bientôt. Porte-toi bien, prends soin de toi. Oui, merci. L'année prochaine, c'est ici que Dominique aimerait prendre sa retraite pour rester auprès des Mafatais. Nous quittons le cœur de la Réunion pour rejoindre le littoral. Ce matin, sur l'aéroport de Saint-Denis, les militaires se préparent pour une mission exceptionnelle. La relève sur une minuscule terre française, Europa, 1600 km plus à l'ouest, dans l'océan Indien. Normalement, on atterrit à 11h heure locale là-bas. Pour cette expédition marathon de 24 heures, ils emmènent 2 scientifiques. Jérôme Bourja et Stéphane Chichon sont spécialistes des tortues marines. Ils vont profiter de quelques heures de présence sur Europa pour poursuivre une mission qu'ils mènent depuis 7 ans. Le vol va durer 4 heures. Ils ne sont qu'une poignée de civils autorisés à se rendre sur cet îlot chaque année. Pour ces scientifiques qui ont déjà fait une dizaine de fois le voyage, le plaisir de rejoindre cette terre du bout du monde est intact. Je pense que la magie, ça commence vraiment avant, bien avant. C'est-à-dire, ça y est, on sait qu'on va partir. Alors, soit il y a les découvertes. Pour nous, on a la chance de déjà connaître. Donc, c'est déjà, on se projette. On sait déjà ce qu'on va vivre, on sait déjà où est-ce qu'on va aller. Donc, il y a cette excitation-là. Il
faut rien oublier parce qu'une fois qu'on est là-bas, on est isolé. On n'a plus rien. C'est-à-dire on a oublié le couteau, on a oublié le bout de ficelle. On ne pourra plus faire le petit nœud qui permettra de faire la manip correctement. Cette phase de préparation est cruciale avec l'excitation d'être dans le transal quand on vient en transal, entouré de gens comme ça. Deux heures après avoir décollé de Saint-Denis, l'avion survole Madagascar, la plus grande île de l'océan Indien. Christelle Gazave, commandant de bord, pilote dans la région depuis 2012. C'est le plus haut sommet de Madagascar, Andry Gitra. C'est la troisième fois qu'elle effectue cette rotation vers Europa. On se dit qu'on a de la chance, on se dit qu'on est chanceux. Ouais. On a du plaisir en arrivant et on a tout en fait, le travail, le plaisir. C'est chouette, c'est une chouette mission. Une heure après avoir survolé Madagascar, l'équipage aperçoit enfin les rivages de l'îlot. Il y a un petit nuage juste là, un autre un peu derrière, et deux gros qui sont presque côte à côte, l'un derrière l'autre. Et bien sous le deuxième, il y a un trait blanc. On voit le trait. Je te demanderais de faire attention aux oiseaux, Doug. Oui, mais je peux les annoncer si. L'atterrissage est redouté par les pilotes. Ils se méfient des oiseaux qui vivent autour de la piste. Si on rentre dans une nuée d'oiseaux, on risque de casser les deux moteurs. Et c'est pas une situation d'avenir. Sans moteur. Europa fait partie des îles Éparses, 5 petites possessions françaises au cœur de l'océan Indien. C'est en 1860 qu'une première famille de colons s'installe sur ce territoire vierge avec quelques animaux. On a eu la roue de gauche qui était longue. Un sorti verrouillé. En 1973, les militaires y établissent une base permanente de 15 hommes. Penche à droite, tenez. À peine posé, c'est une course contre la montre qui s'engage. Ça a l'air plus sympa déjà porté. Il est 13h et l'avion doit impérativement repartir demain matin. Il faut débarquer les tonnes de matériel et de ravitaillement qui vont servir pendant les 50 prochains jours. La première étape pour Stéphane et Jérôme, les deux scientifiques, est de faire tamponner leur passeport. Bonjour. Monsieur. Bonjour. On vient faire tamponner nos passeports. Un rituel sur ce territoire des terres australes et antarctiques françaises. Ah ouais, d'accord, entrée, sortie. Ouais. Jusqu'à la prochaine relève. L'entrée, on va faire la sortie directe. Ça, c'est un tampon qui vaut cher. Hein. Le passeport avec tous les tampons de toutes les îles Éparses, c'est très précieux. Mais autant affectivement que... On va le garder. D'accord. Et puis comme ça, on vous le rend demain. Ok. Moi, personnellement, je suis à chaque fois très fier de montrer mon passeport aux gens en disant « Ah, celui-là, tu l'as pas ». Parce que c'est unique d'avoir ça, quoi. Au poste de secours, c'est l'effervescence. Je te donne les dates de péremption et tu les échanges sur ordinateur. Ok ? Février 2014. La relève de l'équipe médicale est supervisée par une infirmière. Sur cet îlot perdu au cœur du canal du Mozambique, les secouristes devront garder leur sang-froid en cas d'urgence. Mai 2014.
Au moment où le médecin va arriver sur zone, il y a entre 8 et 12 heures. Donc il faut qu'il soit préparé à réagir, à faire les premiers gestes d'urgence seul. Pendant ce temps, en cuisine, le boulanger en partance conseille son successeur. C'est sans doute pour pas qu'elle soit trop dure quand tu la pétris. Première leçon, la pâte à pizza. Hein? Non, 1 kilo. La première fois que j'ai fait du pain, c'était ici. En fait, on n'a pas eu le temps de l'apprendre. Et comme on connaît rien, à la base, moi je suis ici pour être boulanger, mais je connais rien du tout, donc du coup j'apprends sur place. 1, 2, 3. Pour Jérôme et Stéphane, le temps presse. Ils veulent être à pied d'œuvre dès le lever du jour pour baguer des tortues. Avant la nuit, ils partent s'installer sur une plage à quelques kilomètres au sud de l'île. Là, on a vraiment l'impression qu'on est privilégié là. Parce qu'on va dans des endroits où il n'y a pas grand monde qui a posé le pied et c'est super, quoi. Il y a plusieurs siècles, il y avait ce même paysage ici. C'était exactement la même chose. À part peut-être deux pieds de fil à eau qui sont arrivés depuis, sinon c'était exactement le même paysage. Les mêmes tortues qui venaient pondre, et ça fait des dizaines de milliers d'années que ça existe, quoi. Le capitaine Régis Penaud accompagne les scientifiques. Pour lui, c'est une découverte. Les militaires en poste ici n'ont habituellement pas le droit de naviguer ni de se baigner pour des raisons de sécurité. C'est la première fois que je vois la côte de ce côté-là, de cet aspect, et c'est magnifique, quoi. C'est une chance de pouvoir apercevoir ça d'ici. D'habitude, on regarde la mer sans pouvoir y toucher, et là, on voit l'île de l'autre côté, et c'est génial. Les 3 hommes passent devant les plages où viennent pondre les tortues vertes entre les mois de novembre et de mars. Dans le ciel, les frégates surveillent les nouveau-nés qui cherchent à gagner la mer. Si la plupart des éclosions ont lieu de nuit, ces redoutables prédateurs ne laissent aucune chance aux bébés tortues le jour. À peine débarqués, les 3 hommes sont confrontés au principal fléau de l'île. Les moustiques. Comment ça se fait qu'il y ait autant de moustiques? En fait, Europa, ce qui protège Europa, je crois que la meilleure protection d'Europa, c'est les moustiques. Et encore là, on a un peu de vent, donc il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, dès que le soleil se couche, il rapplique. Et donc il faut vite se couvrir. Donc il faut subir. Ah bah voilà, ça se mérite au repas. Tant qu'il fait beau, on a l'impression que c'est le paradis, et dès que le soleil se cache, ça se transforme en enfer. Dernier recours, c'est ça. C'est d'enfiler la tenue d'apiculteur, de mettre un pantalon et des gants. Ça fait partie du pactage réglementaire, ça? Ça fonctionne. Ouais, c'est réglementaire. C'est vrai? Ah ouais. Moustiquaire de tête pour la jungle, on utilise en Guyane et sur Europa. Ce soir, les biologistes sont chanceux. Après le coucher du soleil, les alizés chassent les insectes. Les conditions sont idéales pour observer l'une des nombreuses tortues venues pondre cette nuit. Tous les ans, elles sont 10 000 à venir déposer leurs œufs sur cette plage après avoir traversé l'océan Indien.
C'est ici que cette femelle est née il y a plusieurs dizaines d'années. Bon, je sais pas, je trouve ça assez émouvant à chaque fois, même si j'en ai déjà vu beaucoup et beaucoup à chaque fois. C'est quand même un animal qui fait 150 kg, plus d'1 mètre de long, qui vit dans l'eau et qui doit transporter tout ça sur Terre pour venir déposer ses œufs. Une de plus sur Europa. Pendant plus de 4 heures, elle creuse d'abord un trou dans le sable. Il ne faut pas l'approcher tant qu'elle n'a pas commencé à pondre ses œufs. Parce qu'à ce moment-là, elle est extrêmement craintive et au moindre mouvement, au moindre bruit suspect, elle va repartir vers la mer. Par contre, quand elle a commencé à pondre ses œufs, on peut s'approcher et à ce moment-là, on peut l'observer. Elle rentre un peu dans une espèce de transe. Il faut qu'elle termine leur ponte, donc il n'y a pas trop de problème pour les approcher. Puis elle peut entamer la ponte d'une centaine d'œufs. C'est un des trésors parce que c'est peut-être celui qui est le plus accessible parce que c'est sur la plage et voilà, c'est assez facile à voir, mais vous verrez que demain il y a d'autres trésors à Europa. Un peu plus éloignés, un peu plus compliqués à observer, mais au moins aussi jolis. Ouais. Le jour se lève. Dans 5 heures, les scientifiques devront quitter Europa avec l'avion militaire. Le temps presse, alors ils se dirigent sans attendre vers la mangrove. Un univers particulier entre terre et mer, où poussent les palétuviers. Ces arbres uniques capables de survivre dans l'eau salée. La mangrove d'Europa est l'une des mieux conservées de la planète. Elle n'a jamais été dégradée par l'homme. En fait, il y a très peu d'apport d'eau douce, voire pas, sauf quand il pleut, et du coup, elle est très claire. Et du coup, nous, c'est une chance parce que c'est plus facile de repérer les tortues. Cette lagune est une nurserie exceptionnelle pour les tortues qui y grandissent à l'abri des prédateurs. La poursuite commence avec une première juvénile. Ah, c'est une maline, elle. Elle est juste là. Il y en a deux, il y en a une petite qui part là, regarde. Jérôme, regarde. Jérôme, là. À 8 mètres devant. 5 mètres. Pour capturer l'animal, Stéphane se jette à l'eau. Une jolie petite blonde. La première prise de la matinée est une tortue verte. Ils vont pouvoir la répertorier et la baguer. On s'est aperçu en fait que chez les tortues, la couleur de la carapace, elle était fonction de leur environnement. Et dans ces bras de mangrove là, où le fond est très très clair, on a plutôt des tortues claires. Et elle a quel âge, a priori, celle-là? C'est difficile à dire parce que chez les tortues de mer, on n'a pas de stricte croissance pour donner l'âge, mais moi je dirais que c'est une tortue qui doit avoir entre 5 et 6 ans. Quoi. Plus loin, c'est Jérôme qui plonge pour attraper une autre tortue verte. Où est-ce qu'il est? Yes. Allez. Celle-là est plus vieille. Puis les hommes se dirigent vers le cœur de la lagune. On juste la passe entre les deux cailloux. Vers un site qu'ils sont les seuls à connaître.
À quelques mètres de profondeur apparaît ici une étrange faille. Un siphon, un passage qui relie la mangrove à l'océan. Dans le courant, les anémones de mer pullulent. Ces petits animaux qui vivent accrochés aux rochers sont les mets préférés d'une espèce plus rare, la tortue imbriquée. Elle pince très fort, fais gaffe au bec, hein. Tu vois d'ailleurs, les imbriquées elles sont plus peigneuses. J'en ai vu deux autres, hein. Cette juvénile pèse un peu moins de 30 kilos. L'heure tourne, sur la plage, les scientifiques veulent établir au plus vite une véritable fiche d'identité des 3 prises du jour. Première étape, il faut mesurer la carapace. 49. Puis placer une bague sur la nageoire. 0,329. 0,329. Plutôt. Et enfin, photographier l'animal de profil. Et l'agencement des écailles, en ligne et en nombre de côtés par écaille, représente le véritable code de la tortue. C'est comme l'empreinte digitale de la tortue. Et on arrive à identifier les tortues directement grâce à ça. Pour Jérôme et Stéphane, répertorier une imbriquée est une chance. En anglais, son nom c'est Hawksbill, c'est faucon. C'est le bec. Donc elle est carnivore celle-là, hein, donc elle a un bec très puissant. En termes d'abondance dans le monde, c'est une de celles où il y en a le moins. Celle-là, on fait comme quand on les attrape, on fait attention au bec parce que autant les vertes, ça va faire mal quand elle va vous mordre, autant l'imbriquée, ça peut faire plus que mal. Ça peut vraiment déchiqueter parce que c'est un bec coupant. Et un petit portrait. En atteignant l'âge adulte, ces jeunes tortues quitteront la mangrove. Puis elles reviendront sur ces plages pour y déposer leurs œufs. Il faut repartir à La Réunion. Jérôme et Stéphane seront de retour à Europa dans 50 jours, à la prochaine relève, pour poursuivre leur étude.